Il y a un moment que beaucoup d'hommes ont vécu, un moment étrange, presque déstabilisant. La femme qui, hier encore, t'envoyait des messages toutes les heures, qui s'intéressait à chaque détail de ta journée, disparaît, sans explication, sans signe avant-coureur. Et puis, quelques semaines plus tard, elle revient, comme si de rien n'était, comme si ce silence n'avait été qu'une courte pause. Et toi, tu restes là, perplexe, à te demander ce qui vient de se passer. La plupart des hommes, dans cette situation, pensent que c'est une question d'humeur, que les femmes sont imprévisibles, que c'est un truc de fille qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Mais la vérité est beaucoup plus profonde que ça. Ce qui se passe, c'est un mécanisme psychologique précis, calculé, parfois même inconscient. Et une fois que tu comprends ce mécanisme, tu ne regardes plus jamais une relation de la même façon. Dans cette vidéo, on va décortiquer 6 points fondamentaux. On va parler de psychologie de l'attraction, de valeurs personnelles, de l'effet de la rareté et de comment te comporter quand elle revient sans tout faire foirer à ce moment précis. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je te garantis que quelque chose va changer dans ta manière de penser les relations. Mais avant ça, et c'est important, si cette vidéo t'apporte de la valeur, partage-la avec un homme dans ta vie qui mérite d'entendre ça. Parce que ces choses-là, personne ne nous les enseigne. Partie 1. Trop de disponibilité, ça détruit ta valeur. Il existe une loi silencieuse qui gouverne toutes les relations humaines. Elle n'est pas écrite dans les manuels scolaires. On ne l'apprend pas en cours, mais elle fonctionne en coulisses, avec une précision redoutable. Cette loi dit tout ce qui est trop facilement accessible perd de sa valeur aux yeux de celui qui le possède. Ce n'est pas une opinion personnelle, ce n'est pas une théorie romantique, c'est un principe psychologique documenté, étudié pendant des décennies par des chercheurs en psychologie comportementale et en sciences sociales. Et leur conclusion est unanime. Le cerveau humain évalue les choses en fonction de leur rareté, pas de leur valeur réelle. Imagine un homme qui se rend totalement disponible pour une femme. Il répond à chaque message en quelques secondes. Il réorganise ses journées pour elle. Il donne tout, sans qu'on lui demande. En faisant ça, il envoie un signal involontaire mais parfaitement clair. Ma vie tourne autour de toi. Je n'ai rien d'autre qui m'occupe. Ce signal, même s'il semble romantique en surface, installe une image précise dans la tête de la femme. Cet homme n'a pas une vie qui mérite qu'on l'envie. Et là, quelque chose de fondamental se passe. Le cerveau humain, qu'il soit masculin ou féminin, fonctionne selon un principe évolutif vieux de milliers d'années. Ce qui est difficile à obtenir est précieux. Ce qui est offert sans limite devient banal, puis ennuyeux. Ce n'est pas une cruauté de la nature humaine, c'est un mécanisme de protection. Notre cerveau a été conçu pour ne pas gaspiller son énergie sur des choses qui ne valent pas l'effort. Et quand un homme donne tout dès le départ, il prive la relation de quelque chose d'essentiel, le désir, ce désir qui naît de l'absence, ce désir qui fait penser à l'autre quand il n'est pas là, ce désir qui rend sa présence précieuse quand il revient. Ce désir-là ne naît que dans l'espace. Et l'espace ne peut exister que si l'homme a une vraie vie en dehors de cette relation. Des projets, des ambitions, des amis, des passions, des moments pour lui seul qu'il ne sacrifie pas facilement. L'homme qui a ce genre de vie ne peut pas être disponible à 100% tout le temps. Pas parce qu'il joue un rôle, parce que c'est la réalité. Et cette rareté naturelle, qui vient de la richesse de sa vie, est ce qui rend son temps précieux, son absence douloureuse, sa présence un vrai cadeau. L'homme qui se vide entièrement pour une femme devient un récipient vide. Plus il se donne, plus il se vide. Et plus il se vide, moins il y a d'intérêt à aller le chercher. Il y a aussi quelque chose d'encore plus douloureux dans tout ça. L'homme, dans cette situation, croit qu'il fait la bonne chose. Il croit que cet excès d'attention est une preuve d'amour, de loyauté, de profondeur. Mais ce qu'il communique en réalité, c'est que sa valeur personnelle dépend entièrement de l'approbation d'une autre personne. Et ça, instinctivement, ça repousse les gens parce que personne ne veut porter la responsabilité du bonheur de quelqu'un d'autre. C'est un fardeau trop lourd à porter. Il y a une différence fondamentale entre un homme qui donne depuis un état d'abondance et un homme qui donne depuis un état de peur. Le premier donne parce qu'il le choisit. Il s'arrête quand ce qu'il donne n'est pas reconnu à sa juste valeur. Le second donne parce qu'il a peur de perdre. Et plus il sent le danger, plus il en donne.
Cette différence d'énergie, l'autre personne la ressent, même si elle ne peut pas la nommer. L'homme qui donne par peur se rend prisonnier des décisions de quelqu'un d'autre. Il lui cède un pouvoir illimité sur son humeur, sur sa journée, sur son estime de lui-même. Et ce pouvoir, aussi flatteur qu'il soit au départ, se transforme avec le temps en fardeau, puis en ennui. Ce que l'homme construit comme valeur personnelle réelle, ce qu'il garde comme vie complète indépendante de toute relation, c'est ce qui fait que son attention, quand elle arrive, ressemble à un choix libre et non à une obligation. Et ce sentiment de choix libre est le plus beau cadeau qu'un homme puisse offrir dans une relation. Mais alors, que se passe-t-il quand cet homme arrête de se vider? Quand il décide de se remplir lui-même plutôt que de tout donner dans une seule direction? C'est là que la réponse vraiment intéressante commence. Partie 2. Pourquoi elle s'éloigne parfois intentionnellement? Il y a une vérité psychologique qu'on évoque rarement dans les conversations quotidiennes, mais qui est profondément documentée dans la littérature en psychologie des relations. À un moment ou un autre dans chaque relation, une femme teste l'homme, pas toujours de manière consciente et planifiée, pas avec l'intention de faire mal, mais de manière instinctive, parce qu'elle a un besoin profond de savoir qui est vraiment cet homme quand il n'y a plus de raison de se montrer sous son meilleur jour. Ce test ne vient pas sous forme de conversation franche, pas de confrontation directe, pas de questions posées clairement. Il se manifeste sous forme d'un refroidissement soudain et inexpliqué. Moins de messages, sans raison apparente. Une absence injustifiée qui laisse l'homme dans un flou total, ne sachant pas comment réagir. Ce que la femme attend dans cet instant précis, ce n'est pas l'homme qui s'effondre et commence à envoyer des messages paniqués. Elle attend l'homme qui continue sa vie calmement, comme si la situation ne le déstabilisait pas au fond de lui. Parce que cet homme est le seul qui prouve qu'il a une valeur indépendante d'elle, que son existence ne dépend pas de sa présence. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici et que tu sens que ce que tu entends réorganise quelque chose de réel en toi, écris dans les commentaires « Je suis le maître du stoïcisme ». Ce ne sera pas un commentaire anodin, ce sera une déclaration sincère que tu es du type qui comprend ce que beaucoup ne comprennent pas. L'homme qui appelle plusieurs fois, qui envoie des messages pour demander pourquoi ce silence, qui montre une anxiété évidente et exagérée, répond à ce test avec la mauvaise réponse. Il annonce que son équilibre psychologique est lié à elle de manière organique et totale, qu'elle détient la clé de sa stabilité, de son bonheur, de son sentiment d'aller bien. Ce message, même s'il semble en surface exprimer de la profondeur émotionnelle, transforme l'homme d'une personne qui suscite l'intérêt en une personne qui quémande la compassion. Et entre les deux, il y a un fossé immense dans l'échelle de l'attraction psychologique. L'homme qui remarque le refroidissement, puis reprend simplement sa vie, sans jeu de pouvoir, sans froideur calculée, sans ego blessé, mais avec une vraie confiance en lui, cet homme envoie un signal profond qui arrive à la femme, même si elle ne l'admet pas face à lui, parfois même si elle ne se l'avoue pas à elle-même. Ce signal dit clairement « Je suis quelqu'un de complet en moi-même ». Ta présence dans ma vie est une belle addition, pas une nécessité vitale. La différence entre être une addition et être une nécessité est fondamentale en psychologie relationnelle, parce que l'être humain, par nature, valorise davantage ce qu'on choisit depuis un état de force et d'abondance que ce à quoi on s'accroche depuis un état de peur et de manque. Quand une femme sent que tu as besoin d'elle pour aller bien, elle peut ressentir un certain pouvoir au début. C'est tentant, pour un moment, mais elle ressentira ensuite le poids de cette responsabilité et elle commencera à s'éloigner, même sans explication logique à cet éloignement. Quand elle sent que tu l'as choisie mais que tu vas bien de toute façon, que ta vie est pleine sans elle, elle ressent de la gratitude et une envie profonde de rester. Ce test instinctif que la femme fait ne vient pas d'un désir de faire souffrir l'homme ou de jouir de sa détresse, contrairement à ce que certains pensent. Il vient d'un besoin naturel profond, féminin, de savoir si cet homme est capable de se protéger lui-même et de protéger ce qu'il construit dans la vie. Parce qu'un homme qui s'effondre devant un simple refroidissement temporaire, comment pourra-t-elle lui faire confiance pour tenir face aux vrais défis de la vie? Comment se sentira-t-elle en sécurité à côté de quelqu'un qu'un seul message en retard peut faire perdre l'équilibre? L'homme stable,
qui possède son centre psychologique intérieur et n'est pas ébranlé par une absence temporaire ou un refroidissement passager, répond à la question essentielle que la femme pose en profondeur. Cet homme est-il capable de se tenir debout seul? Et quand elle trouve la réponse oui, elle se retrouve attirée vers lui d'une manière qu'elle ne peut pas toujours expliquer. Souvent, l'homme remarque, après s'être calmé et avoir arrêté d'attendre avec anxiété, que la femme qui était silencieuse commence soudainement à envoyer un petit message anodin, à liker quelque chose qu'il a publié, à trouver une excuse simple pour reprendre contact, comme si elle testait la température de l'eau avant de plonger. Et lui ne comprend pas pourquoi, maintenant, après tout ce silence. Mais la réponse est simple et très logique, parce qu'en arrêtant de la poursuivre de manière épuisante, il est redevenu intéressant. Il est devenu quelque chose d'incompris, d'impossible à lire entièrement. Et ce mystère non intentionnel est exactement ce qui a rallumé sa curiosité. Partie 3. Ce qui se passe vraiment en elle quand elle décide de revenir. Quand une femme revient après une période d'absence ou de refroidissement, la plus grande erreur que fait l'homme est d'interpréter ce retour de manière émotionnelle et simpliste. Il croit qu'elle regrette ce qu'elle a fait, qu'elle a réalisé sa valeur et l'ampleur de ce qu'elle a perdu, qu'elle a décidé consciemment de changer de position et de donner une vraie chance à cette relation. Tout cela est partiellement vrai et se produit effectivement dans certains cas, mais ce qui se passe au niveau psychologique profond est bien plus subtil et complexe que cette lecture simplifiée. Le cerveau humain fonctionne selon ce que les psychologues appellent le principe de non-clôture. Les situations qui ne sont pas terminées, pas résolues, pas arrivées à une conclusion claire, continuent d'occuper une partie significative de l'énergie mentale et émotionnelle de la personne jusqu'à ce qu'elle trouve une solution, une réponse, une fin. Alors que les situations terminées clairement sont progressivement lâchées par le cerveau, qui passe à ce qui est devant lui. Quand l'homme s'éloigne calmement, sans grand bruit, sans scène dramatique, sans message en colère ou suppliant, le cerveau féminin reste dans un état de fichier ouvert et suspendu sans clôture. Et ce fichier ouvert est exactement ce qui génère le désir accumulé, la question pressante, l'envie progressive de revenir. Parce que l'être humain n'est pas en paix avec ce qui n'est pas fermé. Elle ne revient pas parce que tu l'as convaincue avec de beaux discours ou une logique rationnelle claire. Elle revient parce que ton absence calme et non dramatique a laissé un vrai vide qu'elle n'a pas réussi à combler facilement par autre chose. Et ce vide n'est pas un simple sentiment passager qui disparaît avec le temps et l'occupation. C'est une question suspendue au fond de sa réflexion. Qui est vraiment cet homme qui ne m'a pas poursuivi, qui ne s'est pas brisé, qui n'a pas montré ce que j'attendais qu'il montre? Cette question continue de tourner en arrière-plan de son esprit jusqu'à ce qu'elle trouve une réponse satisfaisante. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle en psychologie l'attraction générée par le mystère positif. Un état qui naît quand l'homme devient imprévisible dans ses réponses, impossible à lire entièrement, impossible à anticiper systématiquement. L'autre personne ressent alors un désir croissant de le comprendre, de l'explorer, de s'en rapprocher pour combler ce vide cognitif et émotionnel qu'il laisse derrière lui. Le cerveau humain est câblé en profondeur pour être attiré par ce qu'il n'a pas encore résolu, par ce qu'il n'a pas encore entièrement compris, par ce qui reste mystérieux dans certains de ses aspects. L'homme confiant qui ne montre pas des réactions excessives face à chaque situation, qui ne fournit pas de longues explications détaillées pour chaque comportement ou décision, qui ne remplit pas le silence de mots simplement parce qu'il a peur du silence, cet homme conserve quelque chose de précieux, le mystère positif, qui donne envie aux autres de rester dans son orbite parce qu'ils sentent qu'ils ne l'ont pas encore tout à fait compris, qu'il y a des couches en lui qui ne sont pas encore découvertes. Il y a une grande différence entre le vrai mystère positif et le mystère calculé et artificiel que certains pratiquent comme technique. Le premier vient d'une vraie plénitude intérieure et d'une vie réellement occupée et riche. Le second est un jeu transparent qu'une personne intelligente détecte rapidement et dont elle s'éloigne parce qu'il transpire l'effort et la manipulation. C'est pour ça que tout ça n'a rien à voir avec l'apprentissage de techniques ou de méthodes toutes faites pour attirer l'attention.
Ça concerne la construction de toi-même de l'intérieur jusqu'à devenir quelqu'un qui mérite naturellement cette attention sans avoir à la chercher. À l'intérieur de la femme, quand elle décide de revenir, se joue aussi quelque chose d'autre, une comparaison inconsciente entre toi et ce qu'elle a rencontré ou vu après s'être éloignée. Souvent, la réalité qu'elle a affrontée après l'éloignement est ce qui a rendu ton image plus claire et plus précieuse dans sa mémoire, parce que l'absence filtre l'image. Elle garde ce qui était vrai et efface ce qui était passager. Et quand ce qui reste dans sa mémoire de toi est quelque chose qui mérite d'y revenir, le retour devient une décision naturelle, pas un aveu de défaite. La femme ne revient pas vers l'homme qui s'est brisé en son absence et qui l'a attendu avec anxiété. Elle revient vers l'homme qui a grandi pendant son absence et qui est devenu plus que ce qu'il était. Partie 4. La valeur personnelle et le vrai aimant. En psychologie de l'attraction, qu'on l'étudie sous un angle strictement scientifique ou sous un angle plus large incluant la compréhension de l'énergie humaine, il y a une règle qui ne change pas et ne connaît pas d'exception. L'énergie de plus haute densité et de plus grande plénitude est celle qui attire vers elle ce qui lui correspond et la complète. L'homme qui travaille sur lui-même et construit sa valeur personnelle chaque jour par des pas réels et non illusoires génère autour de lui un type d'attraction que ni de beaux discours, ni une apparence physique séduisante seuls ne peuvent créer. C'est une énergie intérieure profonde que tous ceux qui l'approchent ressentent, même avant qu'ils parlent. Cette valeur personnelle n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'exhibitionnisme, ce n'est pas prétendre à la perfection, c'est simplement vivre comme si ta vie méritait d'être vécue avec une pleine présence, avoir quelque chose qui t'occupe et quelque chose que tu rêves d'accomplir, avoir quelque chose qui te rend heureux indépendamment de toute relation ou de toute personne. Te regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui construit et avance vers quelque chose en quoi il croit, pas quelqu'un qui attend qu'une autre personne lui donne la permission d'aller bien. La femme qui s'est éloignée d'un homme comme ça ne pourra pas oublier le sentiment particulier qu'elle éprouvait en sa présence. Ce sentiment difficile à décrire avec précision, mais impossible à manquer quand on le ressent. Le sentiment d'être à côté de quelqu'un qui avance avec un cap clair, quelqu'un qui a du poids dans la vie, une présence qu'on ressent même dans une pièce silencieuse, quelqu'un qui a une vision à laquelle il ne renonce pas facilement sous la pression. Ce sentiment particulier ne se trouve pas partout, pas avec tout le monde, peu importe combien l'autre est beau ou apparemment réussi en surface. Et c'est pour ça qu'il continue de la poursuivre, même après qu'elle s'est éloignée, parce qu'il a laissé une vraie empreinte dans son expérience. L'homme qui possède un vrai respect de lui-même, solide et ancré, n'abuse pas de cette force. Il ne l'utilise pas pour blesser les autres ou manipuler leurs émotions. Il reste naturel, équilibré, bienveillant dans ses rapports aux gens. Mais cet équilibre intérieur lui-même est ce qui le rend différent et marquant dans un monde plein d'hommes qui courent après l'approbation et l'acceptation, qui se présentent de manière effacée, craintive et hésitante. Voilà un exemple concret qui se produit souvent dans la vie quotidienne. Un homme décide, après la fin d'une relation douloureuse, de se concentrer entièrement sur sa vie et sur ce qu'il veut accomplir. Il commence un entraînement sérieux, ou développe son propre projet, ou voyage comme il le repoussait depuis des années, ou développe une nouvelle compétence qu'il voulait apprendre depuis longtemps. Et après des semaines ou des mois de cette concentration sincère, il constate que des personnes de son passé commencent à réapparaître et à chercher à reprendre contact. Non pas parce qu'il a fait quelque chose de calculé pour les rappeler, mais parce que son énergie a changé de manière réelle et tangible, et parce que le vrai changement intérieur se voit et se ressent, même à travers une petite publication ou une photo anodine sur les réseaux sociaux. La loi de l'attraction dans son essence pratique ne signifie pas que tu désires quelque chose dans ta tête et qu'il arrive de nulle part sans effort. Elle signifie que tu deviens quelqu'un vers qui les bonnes choses et les bonnes personnes sont naturellement attirées, parce que tu es devenu à leur niveau ou au-dessus. L'homme qui travaille sérieusement sur lui-même élève son niveau intérieur. Et tout ce qui est en dessous de ce nouveau niveau tombe naturellement de sa vie, même s'il n'avait pas l'intention de l'écarter. Et tout ce qui est à son niveau ou au-dessus commence à apparaître et à se rassembler autour de lui,
d'une manière qui semble parfois être une coïncidence, mais qui est en réalité le résultat logique d'une construction accumulée. Partie 5. Comment te comporter quand elle revient? Le moment où elle revient après une absence est le test le plus difficile et le plus délicat de toute l'équation, parce que la plupart des hommes commettent exactement la même erreur dans cet instant précis, après tout ce qu'ils ont traversé. L'erreur du soulagement excessif qu'ils ne cachent pas, et le retour rapide au même schéma ancien qui avait mené à l'éloignement au départ, comme si tout ce qui s'était passé n'avait pas eu lieu, comme si la leçon traversée n'avait été qu'une période difficile, pas un vrai changement de manière d'être. Quand une femme revient après une absence, le premier réflexe de l'homme lui dit: c'est terminé, Dieu merci, elle est revenue. Maintenant tout va bien à nouveau. Et il s'empresse de reprendre exactement là où il avait laissé, avec tous les détails. Il offre encore plus d'attention et d'expression émotionnelle, comme pour compenser la période difficile, comme s'il voulait lui montrer qu'il ne garde rien. Et ce faisant, il reconstruit exactement la même dynamique qui avait créé le problème depuis le début. La bonne attitude dans ce moment délicat est de l'accueillir avec un intérêt réel et sincère, mais calme en même temps, ni froid et délibérément distant, ni calculé et artificiel dans chaque mot prononcé, mais calme de manière naturelle, qui vient d'un endroit intérieur authentiquement serein. Serein parce que pendant son absence, tu étais occupé par ta vraie vie, pas parce que tu jouais un rôle écrit d'avance. Ce calme naturel et non affecté ancre dans son esprit que tu n'as pas reculé, que ta valeur n'a pas diminué avec son absence, que l'homme qui l'avait attiré est toujours le même. Le vrai homme confiant n'a pas besoin de la punir pour son absence, pas besoin de lui donner une leçon de morale sur ce qu'elle devrait ou ne devrait pas faire. Parce que celui qui fait ça prouve clairement qu'il avait été profondément affecté par elle, et que la douleur était assez profonde pour générer de la rancœur et l'envie de vengeance. L'homme qui possède vraiment son équilibre intérieur n'a pas besoin de punir parce qu'il n'a pas été blessé depuis un état de faiblesse, mais depuis un état de choix conscient. Accueillir calmement sans dramatiser ne signifie pas que tu te fiches d'elle ou que tu refroidis intentionnellement la relation pour lui apprendre une leçon. Ça signifie que ton être ne vacille pas par son arrivée ou son départ entièrement, que ta vie était continue et complète dans les deux cas. Et c'est le message le plus profond et le plus fort que tu puisses lui envoyer sans prononcer un seul mot qui l'explique. À cette étape précise, la conversation sincère devient la chose la plus importante qui puisse se passer. Une vraie conversation, loin des émotions fluctuantes, qui détermine si ce retour porte un vrai changement dans ce qui causait le problème, ou si c'est juste une curiosité temporaire, un ennui passager, un sentiment de solitude qui disparaîtra dans quelques jours quand une autre option se présentera. L'homme qui connaît sa vraie valeur peut mener cette conversation difficile avec confiance et honnêteté totale, sans être sur la défensive ou tendue, sans supplier et sans se précipiter à accepter n'importe quelle condition. L'homme qui a construit sa valeur pendant la période d'absence ne retourne pas au même point de départ, simplement. Il revient avec une nouvelle conscience et une compréhension plus profonde de ce qu'il veut vraiment dans une relation qui mérite son temps et son énergie. Et cette nouvelle conscience rend son accueil différent, d'une manière qui se ressent, même sans être exprimée par des mots. Une relation saine et durable ne se construit pas sur des cycles répétés d'attraction, de rejet, de retour et de jeux émotionnels. Elle se construit sur un respect mutuel réel, une communication sincère et la capacité à dialoguer dans les moments les plus difficiles. L'homme qui possède une valeur personnelle ancrée sait parfaitement faire la différence entre une femme qui est revenue parce qu'elle le valorise vraiment et veut construire quelque chose de réel, et une femme qui est revenue parce qu'elle n'a pas trouvé d'autre option ou parce qu'elle se sent seule. Et cette distinction seule est ce qui détermine sa décision finale. Partie 6. Briser ce cycle depuis la racine. Certains hommes vivent la même expérience douloureuse encore et encore pendant des années, parfois pendant toute leur vie. L'intérêt arrive fort, puis disparaît, puis revient, puis repart, de la même façon, et à chaque fois, ils pensent que le problème vient toujours de l'autre, de la femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, du mauvais timing, des circonstances extérieures défavorables.
Mais quand exactement le même schéma se répète avec des personnes complètement différentes, dans des circonstances totalement différentes, il devient nécessaire et courageux que l'homme se pose une question radicalement différente de toutes celles qu'il s'est posées avant. La psychologie appelle ce phénomène la répétition des schémas relationnels. C'est le fait que l'être humain tend, de manière totalement inconsciente, à attirer les mêmes types de dynamiques émotionnelles encore et encore. Non pas parce qu'il est chanceux ou malchanceux, non pas parce que le monde conspire contre lui, mais parce qu'à un niveau profond, en dessous de la conscience, il cherche ce qui ressemble à ses premières expériences émotionnelles difficiles, dans l'enfance ou l'adolescence, et se sent à l'aise avec ce qui lui est familier, même quand ce familier est douloureux et épuisant, parce que le familier donne un faux sentiment de sécurité, même quand il fait mal. L'homme qui a grandi dans un environnement qui lui offrait l'amour et l'attention de manière intermittente et instable, parfois présent et chaleureux, parfois absent et froid sans explication, devient programmé en profondeur, de manière inconsciente, pour croire que l'amour, c'est exactement ça, quelque chose qui va et vient, qui nécessite un effort constant et épuisant pour être obtenu et maintenu. Et cette programmation intérieure profonde est ce qui lui fait, à une étape ultérieure de sa vie, attirer des relations qui reproduisent ce schéma familier avec une précision stupéfiante, même quand il veut quelque chose de différent avec sa tête consciente. La solution radicale et vraie n'est pas d'apprendre des compétences de communication spécifiques ou des méthodes d'attraction toutes faites à appliquer comme une recette. C'est une révision profonde et honnête des croyances fondamentales que l'homme porte sur lui-même et sur la nature des relations. Croit-il vraiment, au fond de lui, qu'il mérite un amour stable, constant et inconditionnel? Se voit-il comme quelqu'un qu'on choisit dès le premier instant pour ce qu'il est, pas quelqu'un qu'on accepte après de longs doutes et des échecs répétés? Croit-il en son intérieur qu'une bonne relation nécessite une souffrance répétée pour qu'il prouve sa présence, ou qu'elle arrive naturellement quand il est à sa juste place, avec la bonne personne? Ces questions ne sont pas une réflexion philosophique confortable, elles sont le vrai miroir. Et si tu t'y regardes avec honnêteté et courage, tu trouveras la réponse à la plupart de ce que tu as traversé dans tes relations. Parce que ce en quoi nous croyons sur nous-mêmes en secret est ce qui se matérialise dans la réalité que nous vivons chaque jour. L'homme qui reprogramme ses croyances profondes avec une vraie conscience continue et non pas juste des mots qu'il se dit devant le miroir le matin, commence progressivement à attirer des relations qualitativement différentes de celles auxquelles il était habitué. Non pas parce que les gens autour de lui ont soudainement changé, mais parce que lui a changé de l'intérieur et commence à envoyer des vibrations différentes, à attirer ce qui correspond à ce nouvel être qu'il a construit avec conscience, patience et vraie persévérance. Il y a une étape pratique que beaucoup oublient dans ce contexte. Briser les vieux schémas nécessite au début un certain niveau d'inconfort et de friction intérieure. Parce que changer ce qui est familier génère d'abord un sentiment de malaise, même quand le changement est positif et sain. L'homme habitué au cycle d'attraction et de rejet, quand il entre dans une relation calme, stable et sereine, peut ressentir au début qu'elle est ennuyeuse ou qu'il lui manque quelque chose. Mais ce sentiment est exactement le signe de la guérison, pas le signe d'un problème. Le cycle se brise définitivement quand l'homme décide avec une pleine conscience et une libre volonté de se construire, non pas pour attirer une personne en particulier, ni pour se venger de quelqu'un qu'il a ignoré, mais parce qu'il mérite d'être dans la meilleure version de lui-même, peu importe qui le voit ou ne le voit pas. Et quand cette conviction devient ancrée et réelle dans ses profondeurs, pas juste des mots qu'il répète, la vie autour de lui commence à répondre d'une manière totalement différente parce qu'il est devenu quelqu'un de différent.